Mais dis-moi plutôt, où étais-tu passé depuis lundi dernier? Oh, à la campagne, à la campagne. Et pour y faire quoi? Tu sais bien, on est en ville, c'est pour s'amuser. À la campagne, c'est pour amuser les autres. Excessivement ennuyeux. Et tu y es jusqu'i? De voisins. Tu as de bons voisins. Non, pas spécialement. Horrible. Je ne leur parle jamais. Comme tu dois les amuser. En fait, ta maison de campagne, c'est bien dans le Shropshire, c'est ça? Oui, le Shropshire, mais pourquoi donc ces tasses, ces sandwichs au confond? Qui vient donc pour le thé? Oh, simplement tante Augusta. Et Gwendoline. N'est-ce pas? Enfin, j'ai bien peur que tante Augusta n'apprécie pas vraiment ta présence ici. Puis-je te demander pourquoi? Eh bien, parce que la façon dont tu flirtes avec Gwendoline est parfaitement scandaleuse. Presque aussi scandaleuse que la façon dont elle flirte avec toi. C'est ridicule, je suis venu en ville tout exprès pour lui demander sa main. Pour lui demander sa main? Mais tu as dit que tu venais pour le plaisir? Moi j'appelle ça bien pour les affaires. Il n'y a rien de romantique dans une demande en mariage. On vous répond oui la plupart du temps, il me semble, et là, toute l'émotion retombe. L'essence même de l'histoire d'amour, c'est l'incertitude. Moi, si je me marie un jour, j'essaierai d'oublier ça tout de suite. À l'instant. Bizarrement, les gens qui ont inventé le divorce ont, comme toi, oublié qu'ils étaient mariés. Non, s'il te plaît, touche pas au sandwich au concombre. Toi, tu n'arrêtes pas d'en manger. Oui, mais ce sont les sandwichs que j'ai préparés pour ma tante. J'ai bien le droit de les manger pour goûter. Prends plutôt des tartines beurrées. Gwendoline en raffole. Délicieux, ces tartines beurrées. Mais ça donc de points frais. Tu en manges comme si tu allais en manger le reste de ta vie. Or, Gwendoline et toi, vous n'êtes pas encore mariés, ni fiancés d'ailleurs. Et je pense bien que vous ne le serez jamais. Comment ça? Tout d'abord, les filles n'étouchent pas les fleurs. Elles trouvent que ce n'est pas correct. Ça explique d'ailleurs le très grand nombre de célibataires qu'on trouve à Londres. Et de toute façon, je ne te donne pas mon consentement. Ton consentement? Oui, mon consentement. Gwendoline est ma cousine. Et avant que je permette l'union par les liens du mariage, il faudra que tu t'expliques sur la question de Cécilia. Qui ça? Cécilia? Je ne vois pas de qui tu veux parler. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire avec cette Cécilia? Je ne connais personne du nom de Cécilia. Lane, allez chercher du tuer cigare que Mr. Warding a oublié la semaine dernière dans le fumoir. Bien sûr, monsieur. Veux-tu dire que c'est toi qui avais mon étui à cigarette depuis tout ce temps? Tu aurais pu me le dire. J'ai écrit des lettres frénétiques à Scotland Yard. J'ai même failli offrir une grosse récompense. Eh bien, tu pourras m'offrir cette récompense puisque je l'ai retrouvée. Ce serait plutôt correct de ta part, d'autant plus que je suis encore plus fauché que d'habitude en ce moment. Bon. C'est ridicule d'offrir la récompense maintenant que l'objet est retrouvé. Moi, je trouvais ça plutôt correct. Et de toute façon, je lis là l'inscription qui ne t'appartient pas. C'est qui ne dessin de ta part. Bien sûr que s'il m'appartient, tu l'as vu entre mes mains des dizaines de fois. Et puis d'abord, ce n'est pas digne d'un gentleman de lire ce qui est écrit dans l'étui à cigarette d'un autre. Oh, allez, rends mon étui à Gilles. Ah, tu as des idées bien rigides sur ce qu'on a le droit de lire ou non. Nous serions bien ignorants si nous ne lisions que ce que nous avions le droit. N'importe, ignorance ou savoir. Il y a des choses, on ne parle pas en privé. Allez, agis, rends mon étui. Oui, oui. Et une petite chose d'abord. Tu as dit ne connaître personne du nom de Cécilia. Or, cet étui a été offert par une personne du nom de Cécilia. Eh bien, Cécilia est... ma tante. Ta tante? Oui, ma tante, c'est une vieille dame. Elle vit à Athènes Fridgeoise. Allez, agis, rends mon étui. Laisse-moi continuer. Pourquoi s'appelle-t-elle elle-même votre petite Cécilia, si c'est ta vieille tante qui habite à Tunbridge Wells? Oh, eh bien, il y a des tantes qui sont petites et d'autres qui ne le sont pas. C'est une chose qu'une tante a le droit de décider par elle-même. Tu penses croire que toutes les tantes peuvent être exactement comme la tienne? C'est ridicule. Allez, pour l'amour de Dieu, rends-moi cet étui. Une dernière petite chose. Pourquoi une tante appellerait-elle son propre neveu mon oncle? De la part de votre chère petite Cécilia et de mon cher oncle Jack. Je veux bien qu'une tante puisse être petite ou grande, mais pourquoi, quelle que soit sa taille, appellerait-elle son propre neveu mon oncle? C'est absurde.
Et puis de toute façon, ton nom, c'est pas Jack, c'est Constant. Ce n'est pas Constant, c'est Jack. Mais je t'ai constamment appelé Constant. Je t'ai présenté à tous mes amis sous le nom de Constant. Tu réponds au nom de Constant. Tu as eu honnêtement une tête à t'appeler Constant. Et tu es la personne la plus constante que je connaisse. C'est ridicule de dire que je ne t'appelle pas Constant. Eh bien, mon prénom, c'est Constant en ville et Jack à la campagne. Et il se trouve que cet étui, on me l'a offert à la campagne. Oui, mais ça n'explique pas pourquoi t'attends. T'appelles mon oncle. Allez mon Dieu, crache le morceau. Je veux avouer t'avoir toujours soupçonné d'être un bunburyiste clandestin. Bunburyiste? Qu'est-ce que c'est qu'un bunburyiste? Je te révélerai le sens caché de ce mot quand tu m'auras expliqué pourquoi tu es Constant en ville et Jack à la campagne. Bon, si tu veux, mais d'abord, on va mon étui. D'accord. Mais fais en sorte que tes explications soient aussi improbables que prévues, que possible. Les explications n'ont absolument rien d'improbable. Peu Mr. Thomas Cardew, qui m'a adopté lorsque j'étais petit, m'a désigné sur son testament comme le tuteur légal de sa petite fille, Miss Cecilia Cardew. Cecilia, qui vit chez moi à la campagne, et qui me considère comme son oncle par un respect que je suis incapable de comprendre, vit chez moi, à la campagne, sous la responsabilité de son admirable gouvernement. Et où ça, la campagne? Mais tu n'as rien à y faire, tu n'es pas prêt d'y être invité. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce n'est pas dans le Shropshire. Oh, mais ça, je le savais déjà. J'ai bunburisé dans le Shropshire à 2 occasions déjà. Mais explique-moi quand même, pourquoi tu es Constant en ville, Jack à la campagne? Je ne suis pas sûr que tu puisses comprendre. Tu n'es pas assez sérieux. Quand on est dans la situation de tuteur, on se doit de montrer une attitude hautement morale sur tous les sujets. Et comme une attitude hautement morale n'est pas compatible avec le plaisir, quand je veux me rendre en ville, je dis à Cecilia que je vais rendre visite à mon jeune frère du nom de Constant, qui mène une vie dissolue, qui vit à Albany. Voilà, mon cher, la vérité pure et simple. Oh, la vérité est rarement pure et elle n'est jamais simple. En fait, ce que tu es vraiment, c'est un bunburiste. Et même l'un des meilleurs bunburistes que j'ai jamais vu. Et bon sang, qu'est-ce que tu veux dire avec ça? Tu t'es inventé un jeune frère très pratique du nom de Constant, qui te permet de filer en ville quand tu en as envie. Moi, j'ai Bunbury, un très grand malade qui me permet de m'éclipser à la campagne quand je le veux. Par exemple, sans Bunbury, je ne pourrais pas dîner ce soir avec Willis, car tante Augusta me retient depuis maintenant 8 jours. Ben, nous dînons pas ensemble Willis ce soir. Oui, tu ne m'as pas invité, c'est très mal poli de ta part d'ailleurs. J'ai horreur des gens qui ne prennent pas les repas au sérieux, tu devrais le savoir. Au lieu de dîner avec la tante Augusta ce soir. Oh, on est hors de question. La famille, une fois par semaine, c'est déjà bien assez. Bon, maintenant que je sais que tu es un bunburiste, parlons un peu de la technique. Je ne suis pas du tout un bunburiste. Oh, si Gwendoline m'accepte comme je suis, je vais tuer mon frère. Oui. D'ailleurs, je pense que je vais le tuer. Cecilia s'intéresse un peu trop à lui. Ça devient exaspérant. Allons, c'est tout. Je vais me débarrasser de lui. Et je te conseille d'en faire autant avec ton monsieur avec ton drôle de malade droit dessus. Bunbury. Et rien au monde ne me convaincra de me séparer de lui, il est bien trop pratique pour ça. Et si tu te maries un jour, ce qui me paraît fort peu probable, tu seras bien content d'avoir Bunbury. Un homme marié qui n'a pas Bunbury se prépare à bien des ennuis. C'est ridicule. Si j'épouse une jeune fille comme Gwendoline, la seule jeune fille que je souhaite épouser, je n'aurai pas besoin de ton monsieur Bunbury. Enfin, voyons. Alors c'est ta femme qui en aura besoin. Dans un mariage, à 2 on s'ennuie. C'est à 3, on s'amuse. Ça, mon jeune ami, c'est la théorie du théâtre français corrompu qui essaye de répandre depuis plus de 50 ans. Oui, c'est ce que les bons ménages anglais ont prouvé en 2 fois moins de temps par la pratique. Oh, ne sois pas si c'est trop facile. Rien n'est facile de nos jours, il y a beaucoup trop de concurrence.
n'y a que la famille ou les créanciers pour venir sonner à cette heure-ci. Écoute, si j'arrive à distraire tante Augusta pendant une dizaine de minutes, tu pourras faire ta demande en mariage, là, et comme ça, nous pourrons être à l'heure pour dîner. Si tu veux ça. Lady Bracknell et Miss Fairfax. Bonjour Algernon, j'espère que tu te comportes bien. Oh, mais je vais très bien, tante Augusta. Bien se comporter et se sentir bien sont deux choses qui vont rarement ensemble. Comme tu es élégante, chère cousine. Oh, mais je suis toujours élégante. N'est-ce pas, Mr. Waffle? C'est absolument parfait, Mr. Fax. Non, ne dites pas cela. Ça ne laissera aucune place au progrès. J'ai bien l'impression de progresser. Je suis navrée si nous sommes un peu en retard, Algernon, mais il fallait absolument que je fasse voir Lady Harbury. Je ne l'avais pas vue depuis la mort de son pauvre mari et je dois dire, je l'ai trouvée complètement changée. Elle semble avoir rajeuni d'au moins 20 ans. Oui, maintenant je vais prendre une tasse de thé et un de ces sandwichs au concombre que tu m'as promis. Mais bon sang, Lane! Mais Lane, où sont passés les sandwichs au concombre? Je les avais fait préparer tout spécialement pour tante Augusta. Eh bien, hélas, monsieur, il n'y avait pas de concombre au marché ce matin et j'y suis allé 2 fois. Pas de concombre au marché? Même en y allant 2 fois. Non, monsieur, et même en payant comptant. Même en payant comptant. Ça ira, Lane. Merci. Merci, monsieur. Je suis absolument navré, tante Augusta. Mais il n'y avait plus de concombre au marché. Même en y allant 2 fois. Et même en payant comptant. Ça n'a pas grande importance, Algernon, j'ai déjà mangé quelques crumpets chez Lady Harbury, qui me semble d'ailleurs ne vivre que pour le plaisir. Le dîner de ce soir sera un plaisir aussi. Je crains malheureusement de devoir renoncer à ce plaisir. Ben, j'espère bien que non. Cela désorganiserait complètement mon plan de table. Et ton oncle serait obligé de dîner dans sa chambre à l'étage. Je sais qu'il en a l'habitude, mais tout de même. Voyez-vous, j'ai reçu un télégramme ce matin. C'est ce pauvre Bunbury. Il semble être tombé grièvement malade et on a forcément besoin de moi à son chevet. Encore? Ce Mr. Bunbury semble affligé d'une santé particulièrement mauvaise. Oui, c'est un très grand malade. Algernon, je me dois te le dire, il est grand temps que ce Mr. Bunbury se décide à savoir s'il veut vivre ou mourir. La maladie n'est pas une attitude à encourager chez les autres. La santé est le premier devoir de la vie. C'est ce que je veux que tu veux expliquer à ton pauvre oncle, qui ne semble absolument pas m'écouter si l'on en juge par son état de santé. Je te serai donc gré de bien vouloir prier Mr. Bunbury d'être assez gentil pour ne pas avoir de rechute samedi. J'ai besoin de toi pour ma soirée musicale. C'est la fin de la saison et j'ai besoin de quelque chose qui fasse la conversation. C'est la dernière soirée de l'année. Les gens ont déjà dit tout ce qu'il y avait à dire. Mais c'est-à-dire pas grand-chose. Eh bien, je pense pouvoir garantir que M. Bunbury se tiendra beaucoup mieux d'ici samedi. Après tout, une soirée musicale demande une expertise toute particulière. Si la musique est bonne, personne ne parle, et si elle est mauvaise, personne n'écoute. J'ai d'ailleurs préparé une petite sélection, si vous voulez bien me suivre dans la salle de musique. Oh oui, merci Algernon, je suis sûre que ce sera parfait. Par contre, je ne peux tolérer les chansons françaises. Les gens ont toujours l'air de trouver qu'elles sont indécentes. Soit ils paraissent choqués, ce qui est vulgaire, ou bien ils rient, ce qui est pire. Quant à la musique allemande, elle est tout à fait respectable. Viens avec moi, Gwendoline. Oui, j'arrive, maman. Quelle belle journée, Mr. Fax. Oh, je vous en prie, Mr. Waffle. Parlez pas du temps qu'il fait. À chaque fois qu'on m'entretient de la météo, j'ai l'impression qu'on me dit autre chose. Et ça m'agace. Eh bien, vous avez raison. Je voulais vous dire autre chose. Oui, c'est bien ce qui me semblait. En fait, je ne me trompe jamais. Eh bien, me permettez-vous de profiter de l'absence temporaire de Lady Bracknell? Ah oui, avec plaisir. Mais maman a fait son bien à elle de revenir doucement. Mr. Fax, depuis que je vous ai vu, je vous ai admiré plus que toutes les autres femmes que j'avais vues avant de vous avoir vu. Oui, c'est bien ce qui m'a semblé. D'ailleurs, j'aurais voulu qu'en public, vous soyez un peu plus, disons, démonstratif. Mais passons. Nous vivons, et je pense
à l'âge de l'idéal. Enfin, c'est ce qu'on dit dans les magazines les plus coûteux. Mon idéal à moi, Mr. Worthing, eh bien, cela a toujours été d'épouser un homme du prénom Constant. Je ne saurais dire pourquoi, mais c'est un prénom qui m'inspire une confiance absolue. Aussi, quand mon cousin, Algernon Moncrief, m'a dit qu'il avait un ami prénommé Constant, j'ai su que j'étais destinée à vous aimer. Vraiment, Gwendoline, vous m'aimez? Mais passionnément. Oh, ma chérie à moi, vous pouvez pas savoir à quel point vous me rendez heureux. Mais vous êtes mon Constant, moi. Mais, voulez-vous dire que si je ne m'appelais pas Constant, vous ne m'aimeriez pas? Mais vous vous appelez Constant. Oui, je sais ça, mais supposons que ce soit un autre prénom. Vous pourriez m'aimer. Ça, c'est clairement un problème métaphysique. Vous conviendrez que les problèmes métaphysiques ont bien peu de rapport avec la vie réelle. Oui, certes, mais... Je vais être franc avec vous. Je n'aime pas particulièrement le prénom de Constant. Je trouve qu'il ne me va pas du tout. Mais il vous va à merveille. Non, c'est un prénom divin, il a une musique bien à lui. Il produit des vibrations si douces. Il y a plein d'autres prénoms bien plus beaux. Jacques, par exemple, est un prénom tout à fait charmant. Jacques. Jacques. Il y a bien peu de musique dans ce nom-là. Jacques. Ça ne fait pas frissonner, ça ne procure aucune vibration, ne suscite aucune émotion. Jacques, vraiment. J'ai connu des hommes appelés Jack. Et tous étaient, comment dire, terriblement ordinaires. D'ailleurs, Jack se dégage diminutif pour John. Et je plains une femme qui épouserait un homme appelé John. Vraiment. Alors que Constant est le seul prénom possible. Diable, il faut absolument que je me fasse baptiser Constant immédiatement. Oui, d'accord. Gwendoline, il faut absolument que nous nous marions immédiatement. Nous marier, Mr. Worthing? Oui, vous m'avez laissé croire que je n'étais pas totalement indifférent et vous savez que je vous aime. Je vous adore. Mais vous ne m'avez pas encore demandé ma main. Il n'a jamais été question encore d'un mariage entre nous. Le sujet n'a même pas encore été effleuré. Eh bien, Gwendoline, permettez-vous de vous demander votre main Oh, immédiatement? mais il me semble que tu perdais les occasions. Mais, pour vous épargner toute déception, Mr. Worthing, je pense qu'il serait plus franc de ma part de vous dire que je suis toute déterminée à accepter. Gwendoline, Oui, Mr. Worthing, qu'avez-vous à me dire? vous savez très bien ce que j'ai à vous dire. Oui? Vous devez le dire, sinon ça ne compte pas. Gwendoline, voulez-vous m'épouser? Oh, mais bien sûr, je veux, mon chéri. Oh, vous en avez mis du temps. Et on voit bien que vous n'avez pas une grande expérience des demandes en mariage. Ce n'est que je n'ai jamais aimé aucune autre femme que vous. C'est ma première fois. Oui, je le sais. Mais je le sais aussi que les hommes parfois le font pour s'entraîner. Mon propre frère Gérald l'a fait avec toutes mes amies. Dont chacune confirmait tour à tour d'ailleurs. Oh, quels merveilleux yeux bleus vous avez. Ils sont magnifiques. J'espère que vous me regarderez toujours avec ces yeux-là. Surtout quand il y aura du monde, hein, n'oubliez pas. Mais enfin, Mr. Burgess, relevez-vous! Cette position est demi-couchée est parfaitement indécente! Maman, je vous prie de vous retirer, vous n'êtes pas à votre place. Mr. Worthing n'a pas tout à fait fini. Et fini quoi? Puis-je savoir? Je suis fiancée à Mr. Worthing, maman. Tu n'es rien de la sorte. C'est moi qui t'en informerai le jour où ça arrivera. Bien ton père, si sa santé lui le permet. Les fiançailles doivent pour être pour une jeune fille une surprise. Bonne ou mauvaise. Ce n'est pas quelque chose qui t'est permis de décider toute seule. Bon. Maintenant, j'ai quelques questions à vous poser, Mr. Worthing. Pendant que je vais demander au film, va m'attendre dans la voiture, Gwendoline. Mais maman... Gwendoline dans la voiture. Oui, maman.
ma liste des parties possibles. Je partage cette liste avec cette chère duchesse de Bolton. Cependant, je suis toute prête à vous y inscrire si vos réponses sont celles que peut espérer une mère pleine d'une intention véritable. Fumez-vous? Oui, je fume. Ah, je suis contente de vous l'entendre dire. Un homme doit toujours avoir quelques occupations. Il y a beaucoup trop d'hommes désœuvrés à nous. Quel âge avez-vous? 29 ans. Oh, très bon âge pour se marier. J'ai toujours été d'avis qu'un homme qui désire se marier devrait tout savoir de la vie. Ou rien. Qu'en savez-vous? Rien, Lady Bracknell. Je suis contente de vous l'entendre dire. Je déteste tout ce qui peut altérer l'ignorance naturelle. L'ignorance est comme un fruit exotique délicat. Vous le touchez, et le parfum disparaît. Ah. Toute la théorie moderne de l'éducation est absurde. Fort heureusement, en Angleterre, elle ne produit pas de moindre résultat. Ce serait trop dangereux. Bon, quels sont vos revenus? Entre 7 et 8 000 livres par an. En terre ou en placement? En placement, principalement. Ah bah oui, oui. Aujourd'hui, la terre n'est plus ni un profit, ni un plaisir. Elle donne seulement un rang social. Non, c'est tout ce qu'on pouvait en dire sur l'importance de posséder des terres. J'ai pourtant également une maison de campagne, avec à peu près 600 hectares de terrain. Une maison de campagne? Et combien de chambres? Enfin, j'espère que vous avez aussi une maison de ville. Oui, Puis, aussi délicate que Gwendoline pourrait difficilement vivre à la campagne. Oui, bien évidemment. J'ai une maison de ville à Bedford Square. Elle est actuellement louée à l'année à Lady Bloxham. Bien évidemment, je peux la récupérer après un préavis de 6 mois. À quel numéro de Bedford Square? Au 149. Ah, je me doutais bien qu'il y avait un problème, c'est le mauvais côté. Ah bon, nous pourrons changer ça. Changer quoi? La mode ou le côté? Mais les deux s'il le faut, Mr. Virgin. Bon, passons aux questions un peu moins importantes. Vos parents sont-ils vivants? Bien, c'est-à-dire que j'ai perdu mes 2 parents. Mon Dieu, Mr. Virgin. Perdre un parent peut être considéré comme un malheur. Mais perdre les deux ressemble à de la négligence. Bon, votre père était visiblement un homme fortuné. Était-il issu du commerce ou provenait-il de l'aristocratie? C'est-à-dire que je l'ignore vraiment. Lorsque je vous dis que j'ai perdu mes 2 parents, il serait plus juste de dire que ce sont eux qui m'ont perdu. Le fait est, Lady Bracknell, bien que je suis un enfant trouvé. Trouvé? Oui, trouvé. Le Mr. Thomas Cardew m'a trouvé et donné le nom de Worthing, puisqu'il avait dans sa poche, au moment où il m'a trouvé, un billet de première classe de train pour la ville de Worthing. C'est une plage dans le Sussex. Et où ce Mr. Thomas Cardew? Charitable gentilhomme qui avait un billet de première classe pour le Sussex, vous a-t-il trouvé? Dans un sac de voyage. Un sac de voyage? Oui, un sac de voyage en cuir avec des poignures, un sac de voyage très ordinaire en fait. Et où ce sac de voyage? Vous trouvez? À la consigne de la gare Victoria. La consigne de la gare Victoria! L'île de Brighton. Mais la vie n'est pas la question, Mr. Worthy! Enfin, être né et grandir dans un sac de voyage qui est ou non des poignets me semble relever d'un total mépris des traditions familiales. Mais enfin, que puis-je faire alors? Je suis prêt à tout pour assurer le bonheur de Gwendoline. Worthy, je vous conseille d'acquérir des parents, de fournir un effort, de vous présenter un homme ou une femme avant la fin de la saison. Je ne vois pas comment je pourrais faire cela. Ah, mais je peux éventuellement vous présenter le sac de voyage. Il est chez moi. Mais vous pensez réellement qu'un sac de voyage remplace un parent, Mr. Worthy? Ah non, je ne pourrais tolérer que notre fille unique, que nous avons élevée avec le plus grand soin, contracte une alliance avec une consigne de gare et se marie à un paquet. Un bonjour, Mr. Worthy. Agis, espèce d'idiot, arrête de jouer ces terres funestes. Bien, ne me dis pas que Gwendoline a refusé ta demande. Non, ce n'est pas Gwendoline le problème. Ce qui la concerne, nous sommes fiancés. Mais sa mère, jamais vue pareille gorgone. Elle est tout bonnement insupportable. Bon, je ne sais pas vraiment à quoi ressemble une gorgone. Mais je suis sûr que Lady Bracknell en est sûre. Bon, excuse-moi, je ne devrais pas parler de ta tante comme ça en ces termes devant.
Mais enfin, mais pas du tout. J'adore entendre dire du mal de la famille. Il y a ça qui la rend supportable. Après tout, la famille, ce n'est qu'un groupe de personnes qui ne sait pas se tenir stable, ni quand il est temps de mourir d'ailleurs. C'est absurde, je ne veux pas en parler. Dis, Angie, est-ce que tu penses que Gwendoline pourrait ressembler à sa mère d'ici 150 ans? Eh bien, toutes les femmes deviennent comme leur mère, c'est leur tragédie. Et aucun homme ne devient comme son père, c'est la leur. Oh, et que tu trouves ça intelligent. Au moins, c'est bien trouvé. J'en ai assez d'intelligence. Je ne peux pas sortir sans rencontrer des gens intelligents. Oh, c'est fatigant. Si seulement il restait quelques imbéciles. Bon, il en reste. Et de quoi parlait-il? Les imbéciles, des gens intelligents. Quels imbéciles. Au fait, as-tu dit la vérité à Gwendoline? La vérité. Tu penses vraiment que la vérité est quelque chose que l'on balance comme ça à la figure d'une jeune fille douce et innocente? Mais enfin, mon vieux, mais comment crois-tu que l'on doit se comporter avec les femmes? Mais enfin, il n'y a que deux façons de se comporter avec une femme. Si elle est belle, lui faire la cour. Et si elle ne l'est pas, trouver une autre qui l'est. Vraiment. C'est intéressant. N'est-ce pas? Tout à fait. Et ton frère, Constant, le débauché, que devient-il? Oh, j'ai décidé de me débarrasser de lui, ça y est. Je vais dire qu'il est mort d'une apoplexie à Paris. Voilà. Des tas de gens meurent comme ça d'une apoplexie, non? Alors oui, mais c'est héréditaire. Tu devrais faire attention. Gwendoline risque de ne pas apprécier. Tu ferais mieux de dire qu'il est mort d'un terrible coup de froid. Et tu es sûr qu'un terrible coup de froid n'est pas héréditaire ou quelque chose comme ça? Non, absolument sûr. Bon. Alors, dans ce cas, mon pauvre frère Constant est mort d'un terrible coup de froid emporté à Paris. Voilà qui me débarrasse de lui. Mais n'as-tu pas dit que Cécilia s'intéressait un peu trop à lui? Ne risque-t-elle pas de ressentir durement cette perte? Non, Cécilia n'est pas une de ces sortes de romantiques. Non, je suis content de te dire que très bon appétit, fait de longues promenades et ne s'intéresse pas du tout à ses études. J'aimerais beaucoup rencontrer Cécilia. Je ne verrai à ce que ça n'arrive jamais. Non, elle est jeune et toute jolie, elle a tout juste 18 ans. Enfin, voyons. Et Gwendoline sait bien sûr que chez toi vit une jeune pupille de tout juste 18 ans très jolie. Oh, mais ce n'est pas le genre de choses à dire comme ça aux jeunes filles. Enfin, voyons. Non, mais tu verras. Je suis sûr que quand elles vont se connaître, au bout de 30 minutes, elles s'appelleront ma sœur. Et les femmes ne font ça qu'après s'être disputées une première fois. Tout le monde le sait. Bon, il est bientôt 19h et nous allons être en retard pour le dîner. Je le sais parce que j'ai faim. Presque toujours 19h dans ce cas-là, puisque tu as toujours faim. Où allons-nous aller après le dîner? Au théâtre? Oh, non, je déteste écouter. Eh bien, on va aller au club. Non, je déteste parler. Eh bien, nous pourrions aller faire un tour à l'Empire. Oh non, je déteste regarder les fils tortillés. Qu'est-ce que tu veux faire, là? Rien. C'est fatigant de ne rien faire. Mais bon, ça ne me gêne pas tant que ce n'est fait sans aucun but. Miss Fairfax. Algie, retourne-toi s'il te plaît. J'ai quelque chose de confidentiel à dire à Mr. Moore. Confidentiel, mais enfin, je ne pense pas que la morale me permette. La morale. Algie, tu es bien trop jeune pour jouer les chapeaux. Et ce serait bien la première fois que la morale guiderait tes actions, n'est-ce pas? Très bien. Constant! Oh, mais nous marierons peut-être jamais. Quand je vois la tête de maman, peu de parents me jouent et tous leurs enfants. Moi-même, le peu d'influence que j'ai pu avoir sur ma mère, je crois l'avoir perdue à l'âge de 3 ans, peut-être. Mais même si elle nous empêche de devenir un jour mari et femme, même si elle me force à épouser quelqu'un d'autre, et un autre, et encore un autre, oh, peu importe le nombre, je sais que c'est vous que j'aimerais pour l'éternité. Oui,
ma chérie. Bon sang. Maman m'a raconté l'histoire romanesque de vos origines. Et j'avoue que j'en ai été émue jusqu'au plus profond de moi-même. Constant. Ajoutez à cela la simplicité de votre caractère qui vous rend si délicieusement incompréhensible à mes yeux. Ah. J'ai votre adresse à Albany, mais quelle est votre adresse à la campagne? Le Malmar, Wootton, Hertfordshire. Et la poste fonctionne bien, j'espère. Oh, nous devrons peut-être songer à faire quelque chose de désespéré. Je vous écrirai tous les jours. Oui, ma chérie. Jusqu'à quand restez-vous en ville? Jusque lundi. Très bien. Algie, tu peux te retourner. Merci. Et tu peux aussi sonner pour que Lane me raccompagne. Vous me permettez de vous raccompagner jusqu'à votre voiture? Avec joie. Je raccompagne Fairfax. Bien, monsieur. Ces créanciers sont d'une insolence. Quelle insistance. Un verre de sherry, Lane. Demain, Lane, je vais bunderiser. Ah, bien, monsieur. Vous- Ça faisait longtemps. Tout à fait. Vous irez faire préparer mes affaires, mon smoking et vos bagages aussi. Vous viendrez avec moi, évidemment. Très bien, monsieur. J'espère qu'il fera un temps splendide demain, Lane. Vous savez, monsieur, nous sommes en Angleterre et il ne fait jamais beau en Angleterre. Vous êtes si pessimiste, Lane. Ah, je vous remercie, monsieur. Je fais de mon mieux pour vous donner satisfaction. Si jeune, si douce, si intelligente. Qu'est-ce qui fait rire comme ça encore? Oh, tu sais, je me fais un si grand souci pour la santé de ce pauvre Bunbury. Tu ferais bien de faire attention avec ton monsieur Bunbury. Il risque de t'attirer bien des ennuis un jour. Mais enfin, j'adore les ennuis. Il n'y a que les ennuis qui ne m'ennuient pas. Gare Victoria, Florence. Eh bien, Lane, dépêchez-vous. J'ai hâte de bunderiser à Woolton et de enfin rencontrer Cécilia. Oui, monsieur. C'est juste que vos bagages sont encombrants, monsieur. Oh, mais cessez donc de vous plaindre. Je vais vous aider. Donnez-moi donc mon chapeau. Oui, monsieur. Merci, monsieur. Le train IDEC Express en direction de Liverpool partira voie 9 3/4. Départ imminent. Hâtez-vous donc. Voie 8, voie 9, voie 10. Où est donc cette voie 9 3/4? C'est par ici, monsieur. Juste derrière le mur. Ah oui, très bien. Attendez-vous pour me suivre. C'est que je ne suis pas sûr, monsieur. Avec les bagages... Ah si, c'est magique, monsieur. Monsieur, c'est donc vos absurdités. Nous voilà enfin à bord, Lane. Je vous laisserai ranger et veiller sur mes bagages. Et alertez-moi avant notre arrivée, afin que je sois présentable pour Cécilia. Pendant ce temps-là, au cottage de Walton. Ma chère et douce Cécilia, depuis que nous nous sommes rencontrés, je compte chaque minute qui nous sépare. La vivacité de nos échanges m'a ouvert les yeux sur le monde et je crois bien que je suis en train de devenir un monde meilleur. Je n'ose vous avouer que toute ma vie, j'ai été constamment attirée par la débauche des excès. Bien au fond vertueux, la vie trépidante que je mène m'a petit à petit fait sombrer vers des forces obscures dont je ne peux sortir seule. Mais vous êtes apparu, tel un ange tombé du ciel et mon regard sur le monde s'est transformé. Je ne peux sortir dans le jardin sans que le chant des oiseaux me rappelle la mélodie de votre voix et chaque fleur que j'aperçois est un souvenir des motifs de votre monde. Pourtant, les épines des roses ne sont pas aussi perçantes que votre regard. La couleur des tulipes n'est pas aussi vive que votre esprit. La blancheur des jonquilles n'est pas aussi claire que votre peau. Dorénavant, je ne peux regarder la lune sans y voir l'éclat de votre peau. Dans le tintement des coupes de champagne, j'entends votre rire cristallin. Et lorsque je passe le peigne dans mes cheveux, je ressens la douceur de vous. Un peu plus tard, dans le train.
Le train EDEC Express arrive en gare de Walton. 2 minutes d'arrêt. Tout va bien, monsieur. J'ai vos bagages, monsieur. Je l'espère bien. Cécilia, ma douce Cécilia, ton constant arrive. Cécilia! Cécilia! Une activité aussi terre-à-terre que l'arrosage des fleurs dépend plus du jardinier que de vous, non? D'autant que le plaisir intellectuel vous attend. Votre livre d'allemand est sur la table, venez l'ouvrir à la page 15. Nous allons reprendre la leçon d'hier. Mais je n'aime pas l'allemand. C'est une langue qui ne me va pas et je sais bien que je suis laide lorsque je m'exprime en allemand. Ich heiße Cecilia. Cécilia, vous savez à quel point votre tuteur est désireux de vous voir progresser. Il a spécialement insisté sur l'allemand en partant hier en ville. D'ailleurs, il insiste toujours sur l'allemand quand il part en ville. Ce cher oncle Jack est tellement sérieux. Parfois il est si sérieux que je me demande s'il n'est pas malade. Oh, votre tuteur jouit d'une excellente santé et je ne connais personne avec un sens aussi fort du devoir et de la responsabilité. C'est sûrement pour cela qu'il semble s'ennuyer lorsque nous sommes tous les trois. Cécilia, vous me décevez. Une gaieté frivole serait déplacée pour Mr. Wolfie. Surtout quand on connaît ses éternels ennuis avec son malheureux frère cadet. J'aimerais beaucoup qu'oncle Jack permette à ce malheureux frère cadet de venir nous rendre visite quelquefois. Nous pourrions avoir une bonne influence sur nous ici. Surtout vous, qui connaissez l'allemand, la littérature moderne et la géologie, des choses qui ont une grande influence sur les hommes. Oh, je ne pense pas avoir beaucoup d'influence sur un personnage qui, au dire même de son frère, est d'une nature si faible et irrésolue. Oh, d'ailleurs, je ne sais même pas si j'aurais envie de le remettre sur le droit chemin. Je déteste cette nouvelle manie qui veut qu'on fasse des méchants des bons. Ah, mais vous écrivez encore dans votre journal. Je me demande vraiment pourquoi vous avez encore besoin d'un journal intime. Je tiens un journal intime pour y noter tous mes petits secrets. Si je ne les écris pas, j'oublie tout. Ah, la mémoire, ma chère Cécilia, est la mémoire intime que nous portons toujours sur nous. Oui, mais elle n'est pas fiable. La mémoire invente des choses qui ne sont jamais arrivées, des coups parfaitement improbables, voire impossibles. D'ailleurs, je crois que c'est à cause de la mémoire que nous devons subir tous ces romans parfaitement fantaisistes. Oh, ne dites pas de mal des romans fantaisistes. J'en ai moi-même écrit un dans ma jeunesse. Vous m'exprime. Vous. Comme vous êtes intelligente. J'espère qu'il ne se terminait pas bien. J'ai horreur des romans qui se terminent bien. Oh, il se terminait bien pour les bons et mal pour les méchants. La pure fiction. Sans doute. Et votre roman a-t-il été publié? Oh, malheureusement, non, il a été égaré, oublié. Oh. Mais tout ça ne nous fait pas avancer dans notre leçon. Oh, mais je vois ce cher pasteur chasuble qui arrive. Oh, mon cher révérend, quel plaisir de vous voir. Et comment allons-nous aujourd'hui, Miss Prism? Vous allez bien, du moins je l'espère. Oh, eh bien, Miss Prism se plaignait justement à l'instant d'un léger mal de tête. Je crois qu'une promenade avec vous dans le parc est plus découverte. Cécilia, je ne vous ai jamais parlé de mal de tête. Oui, mais mon instinct s'en est chargé. C'est d'ailleurs parce que vous aviez tellement mal à la tête que j'avais tellement de mal à me concentrer sur ma leçon d'allemand. Oh, j'espère que vous n'êtes pas une élève trop étourdie, Cécilia. Si j'avais la chance d'être l'élève de Miss Prism, je serais littéralement suspendu à ses lèvres. C'est une métaphore qui me vient de la vie des abeilles. Oh, mais je pense, Mr. Worthing n'est pas encore arrivé. Non, nous ne l'attendons que pour lundi après-midi. Ah oui, c'est vrai.
Il aime passer ses dimanches à Londres. Il n'est pas comme tous ces hommes qui ne vivent que pour les divertissements, comme son jeune dissipé le frère. Oh, mais je ne veux pas déranger plus longtemps Égérie et son élève. Géry, mon prénom est Laetitia, mon révérend. Oh, simple métaphore classique tirée des auteurs païens. Je vous y verrai certainement une petite histoire. Ah, je pense qu'une petite promenade avec vous, mon révérend, me ferait le plus grand bien. Tout compte fait, j'ai mal à la tête. Je pense qu'une petite promenade serait bénéfique pour moi. Mais avec plaisir, Miss Prism. Nous n'avons qu'à, voyons, aller jusqu'à l'école et revenir. Oh, ce serait délicieux. Cécilia, pendant mon absence, vous prendrez votre manuel d'économie politique et vous passerez le chapitre sur une alliance économique européenne. C'est complètement farfelu. Ridicule. Ça va, Miss Prism. Oh, je me lève la tête. Saleté d'économie politique, saleté de géographie, und fein to Dutch. Mr. Constant Worthing vient d'arriver de la gare. Il a apporté ses bagages. Mr. Constance Worthing, B4, Albanie. Oui, mademoiselle. Il a eu l'air très désappointé de l'absence de Mr. Worthing. Bien. Dites à Mr. Constance Worthing de venir ici et faites-lui préparer une chambre. Bien, mademoiselle. Je suis un petit peu inquiète. Je n'ai jamais rencontré personne vraiment dépravée. Mr. Constant Worthing. Il a l'air normal. Vous devez être notre petite cousine Cécilia. J'en suis absolument sûr. Vous faites une étrange erreur. Je ne suis pas du tout petite. D'ailleurs, je suis plutôt grande pour mon âge. Mais vous avez raison. Je suis bien votre cousine Cécilia. Et vous, j'ai vu ça sur votre carte. Vous êtes mon cousin Constant le dépravé. Dépravé? Mais enfin, vous ne devez pas penser que je sois dépravé. Oh, si vous ne l'êtes pas, vous m'avez menti d'une façon inexcusable. J'espère que vous ne menez pas une double vie, à faire semblant d'être dépravé alors que vous êtes tout à fait vertueux. Ce serait l'hypocrisie, n'est-ce pas? Et j'ai horreur de l'hypocrisie. Eh bien, il est vrai que j'ai déjà agi de manière irréfléchie par le passé. Je suis heureuse de vous l'entendre dire. Et je pense même qu'on peut dire que je suis bel et bien dépravé. Extrêmement dépravé, même. Aussi possible qu'il est d'être dépravé. Vous ne devriez pas vous en vanter. Pourtant, je suis sûre que c'était très agréable. Mais enfin, pas aussi agréable que d'être ici auprès de vous. Que faites-vous ici? Oncle Jack ne fera pas de retour avant lundi après-midi. Bien, malheureusement, je ne vais pas pouvoir rencontrer Oncle Jack cette fois-ci. J'ai un rendez-vous d'affaires à Londres que je dois absolument manquer. On ne peut pas le manquer ailleurs qu'à Londres. Mon rendez-vous est à Londres. Eh bien, naturellement, je sais comme il est important de manquer un rendez-vous dans la ville même et pas ailleurs. Mais je crois tout de même que vous devriez attendre le retour de l'oncle Jack. Il doit vous parler de votre expatriation. De ma quoi? De votre expatriation. Il est justement allé à Londres pour acheter les vêtements nécessaires. Mais il est hors de question que Jack achète mes vêtements. Il n'a aucun goût en matière de cravate. Oh, je ne crois pas que vous aurez besoin de cravate. Oncle Jack vous envoie en Australie. En Australie? Ou plutôt mourir? Eh bien, il a dit la dernière fois au dîner que vous alliez devoir choisir entre notre monde, le nouveau monde, et l'Australie. Non, les nouvelles que j'ai eues du Nouveau Monde et de l'Australie ne sont pas très encourageantes. Ce monde-là est bien assez bon pour moi. Oui, mais vous, êtes-vous assez bon pour lui? Eh bien, je ne pense pas.
Mais vous pourriez essayer de me rendre meilleur. Cela pourra être votre mission dans la vie. Ah, je le souhaite tant. Mais je crains de ne pas avoir le temps cet après-midi. Dans ce cas, je pourrais essayer de changer moi-même. C'est plutôt illusoire, mais vous pourriez essayer, oui. Je me sens déjà mieux. Tellement mieux en fait que ça me met en appétit. Et comme je suis étourdie, j'aurais dû me souvenir que lorsque quelqu'un se met à mener une vie tout à fait nouvelle et meilleure, il a besoin de repas copieux et réguliers. Voulez-vous entrer? Avec plaisir. Mais avant cela, pourrais-je avoir une rose rose pour ma boutonnière? Oh, mais bien sûr. Mais pourquoi une rose rose? Eh bien, parce que très cher. Vous ressemblez à une rose rose. Oh, je ne crois pas que vous devriez me dire ça. Miss Prism ne me dit jamais ce genre de choses. Eh bien, Miss Prism est une vieille dame à la vue très basse. Vous êtes la plus jolie jeune fille que j'ai jamais vue. Miss Prism me dit que la beauté est un piège. Mais il y a des pièges dans lesquels un homme raisonnable veut bien se laisser prendre. Je ne crois pas que je voudrais prendre un homme raisonnable. Je ne saurais pas trop vous parler. Vous devriez vous marier, mon révérend, vous êtes trop solitaire. Miss Prism, vous savez, les principes, comme la pratique de l'Église primitive, condamnaient fermement le mariage. C'est bien pour ça que l'Église primitive n'a pas duré. Vous ne vous rendez pas compte à quel point un homme durablement célibataire devient une tentation permanente. Alors, marié, ne peut-il être une tentation? Oh, aucun homme marié n'est séduisant, sauf peut-être pour sa femme. Et parfois même, pas même pour sa propre femme. Cela dépend de la femme. On peut faire confiance aux femmes d'âge mûr, tandis que les jeunes filles sont encore trop vertes. C'est une métaphore que j'ai empruntée à la croissance des fruits. Et où Cécilia? Peut-être que nous a-t-elle fait jusqu'à l'école. Oh, Mr. Woodley, nous vous attendions demain après-midi. Sûrement plus tôt que prévu. J'espère que vous allez bien, mon révérend. Oui, c'est bien, mais Mr. Worthy, j'espère que ces habits de deuil ne sont pas le signe d'une terrible catastrophe. C'est mon frère. Il est mort. Votre frère Constant est mort? Oui. Oh, quelle leçon pour lui. On récolte ce que l'on sème. Mr. Worthing, je vous adresse les plus sincères condoléances. Vous aurez au moins la satisfaction de savoir que vous avez toujours été le plus indulgent et le plus charitable des frères. Pauvre Constant. Alors, il avait certes bien des défauts, mais ça reste un coup dur. Certes, certes. Étiez-vous avec lui jusqu'à maintenant? Non, malheureusement, il est décédé à l'étranger. À Paris, en plus. J'ai reçu un télégramme la nuit dernière. Et quelle est la cause du décès? Un terrible refroidissement, semble-t-il. Il devrait souvent être dénudé lorsqu'on récolte ce que l'on sème. Soyons charitables, Miss Prism. Soyons charitables. Nul n'est parfait. Moi-même, je suis très sensible au courant d'air. Et dites-moi, où devra avoir lieu l'enterrement? À l'étranger, il semble qu'il ait mis le souhait de se faire enterrer à Paris. À Paris. À Paris. Oui. Je crois que ce soit définitivement le signe d'un sérieux trouble mental. Oh, mais vous voudrez certainement que j'en parle dimanche prochain lors de la prochaine cérémonie. Oui. Le bon serment sur la crucifixion de notre Seigneur s'accorde à toutes les situations. Et des plus joyeuses aux
Je l'ai prononcé à Pâques, à Noël, au baptême, aux confirmations, aux enterrements. Ah oui, aux enterrements. Je l'ai même prononcé pour l'anniversaire de notre roi. Mon révérend, je peux entendre parler de baptême, c'est ça? Vous savez baptiser correctement. Enfin, je veux dire, vous baptisez, vous avez déjà baptisé de nombreuses reprises, j'imagine. Oh, les baptêmes sont une des spécialités du révérend. Et dites-moi, Mr. Rossing, à quel enfant pensiez-vous pour ce baptême? Dites-moi. Votre frère, il est pas marié. Grand Dieu, non! Ah, comme tous ceux qui ne pensent qu'au plaisir. Non, j'adore les enfants, ce n'est pas la question, mais ce n'est pas pour un enfant que je vous parle de baptême au révérend. En fait, il s'agit d'un baptême me concernant. Je souhaiterais me faire baptiser. Sauf si vous avez autre chose de mieux à faire, évidemment. Pas du tout, Mr. Rossing. L'immersion comme l'aspersion sont des pratiques tout à fait canoniques. Immersion? Oh, mais rassurez-vous, Mr. Rossing. En ce qui vous concerne, l'aspersion suffira. Et quand souhaiteriez-vous qu'il y ait eu la cérémonie? Oh, eh bien, au plus vite, disons cet après-midi, à 5 heures par exemple. Mais c'est parfait! J'ai justement un double baptême à ce moment-là, des jumeaux. Et avec moi, ça fait des triplés, ça commence à faire beaucoup. Disons plutôt 5h30. Parfait. Bien. Miss Prism, Mr. Rossing, je ne veux pas m'imposer plus longtemps dans une maison remplie de tristesse, donc je vais prendre de manger. Je vous souhaite de ne pas vous laisser abattre, Mr. Rossing. Vous savez, parfois, une terrible épreuve est souvent une bénédiction déguisée. Une bénédiction. Pas déguisée du tout, celle-là. Oncle Jack, comme je suis contente de vous voir de retour. Mais qu'est-ce que c'est que ces horribles vêtements? Allez-vous changer? Cécilia, l'enfant. Mais qu'est-ce qui ne va pas, Oncle Jack? Souriez, on dirait que vous avez mal aux dents. Une grande nouvelle à vous annoncer. 2 dîners qui vous attendent dans la salle à manger. Votre frère. Qui? Votre frère, François. Mais absurde, tu n'es pas de frère. Nous étions déjà résignés à sa disparition. Son retour inattendu me semble vraiment fâcheux. Cécilia. Je souhaite. Bonjour Jack, mon cher frère. Je suis venu tout spécialement pour te présenter mes excuses sur la façon dont j'ai pu me comporter par le passé. Tous les torts étaient de mon côté. Oncle Jack, vous n'allez pas refuser de serrer la main de votre propre frère. Oh que si, rien ne pourra jamais m'empêcher de serrer cette main. Sa venue est une honte. C'est très bien pourquoi. Oncle Jack, soyez gentil. Il y a du bon en chacun de nous. C'est vous qui m'avez appris. Constant me parlait justement de son ami Bunbury qui est si malade. Bunbury, mais je t'interdis de l'écouter. Il y a de quoi devenir fou. Enfin, je dois dire qu'une telle froideur venant de mon propre frère me fend vraiment le cœur. C'est la première fois en plus que je viens ici. Oncle Jack, si vous refusez de serrer la main à Constant, je ne vous le pardonnerai jamais. 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 Dernière fois que je le fais. Oh, mais comme c'est agréable de voir une réconciliation, c'est parfaite. Bien, mesdames, je pense que nous devons laisser ces 2 frères qui ont sans doute beaucoup de choses à se dire. Venez, Cécilia. Oui, mon petit rôle de conciliatrice est terminé. Vous avez fait là une bien belle action, mon enfant. Oh, ne nous avançons pas trop. Je me sens si heureuse. Chier, espèce de voyou, je t'interdis de bumperiser ici. J'ai installé M. Constant dans la chambre à côté de la vôtre, monsieur. Et j'ai des vos bagages, monsieur. C'est quoi? Les bagages de M. Constant, je les ai installés dans la chambre à côté de la vôtre. Et Lane a défait
ses bagages. Oui, monsieur. 3 valises, une grande malle, 2 cartons à chapeau et un grand panier à pique-nique. Oui, monsieur ne reste qu'une semaine, il a voyagé léger. Merriman, répète-les tout de suite, je vous prie. Monsieur Constant vient d'être rappelé en ville. Bien, monsieur. Mais quel mauvais menteur tu fais, Jack. Je n'ai pas du tout été rappelé en ville. Mais si, Je n'ai pas entendu. ce sont tes obligations de gentleman qui te rappellent. Je ne les écoute jamais. Surtout quand elles rentrent en conflit avec le plaisir. Ouais, on voit ça. Ah, écoute, Cécilia est délicieuse. Pas de Cécilia comme ça, j'ai horreur de ça. Et ben moi j'ai horreur de tes vêtements. Tu ferais mieux d'aller te changer. C'est ridicule de porter le deuil de quelqu'un qui va rester chez toi pendant toute une semaine en tant que ton invité. Tu ne vas pas rester une semaine ici en tant qu'invité ou en tant que quoi que ce soit d'autre. Tu vas partir. 4h05. Exactement. Partir et te laisser seul en période de deuil, mon propre frère. Si j'étais à ta place, tu aurais trop de moi. Bon. Et si je me change, tu t'en vas? Oh, écoute, tu peux les changer. Tu es la personne qui prend le plus de temps pour te changer pour un résultat aussi folklorique. Alors que moi, Mais ta vanité ridicule, ta présence scandaleuse et ton comportement insupportable. Tu vas me faire le plaisir de partir par le train de 4h05 et je te souhaite bon voyage. Bonne Morrison n'aura pas réussi cette fois. au contraire, je trouve que c'est une réussite. Je suis amoureux de Cécilia. C'est tout ce qui compte. Je dois absolument aller lui parler avant de repartir. La voilà. Oh, je venais juste m'occuper du jardin. Le Jack n'est pas avec vous? Non, il est parti faire atteler. Oh, il vous envoie en promenade? Il me renvoie. Alors nous allons devoir nous séparer. J'en ai bien peur. Ce sont des séparations si douloureuses. Oh, comme il est douloureux de se séparer des gens que l'on vient juste de rencontrer. Les vieux amis l'ont si fait. Mais lorsqu'il faut quitter quelqu'un à qui on vient tout juste d'être présenté, c'est presque insoutenable. La voiture est à la porte, monsieur. Ça peut attendre, Merriman, ça peut attendre. Bien, mademoiselle. Cécilia, j'espère que vous pardonnerez ma franchise si je vous dis que vous êtes la perfection absolue. Eh bien, Constant, cette franchise vous fait honneur. Et cela me semble si juste. Si vous le permettez, je vais noter cette phrase dans mon carnet. Vous tenez un journal intime. J'y jetais un petit coup d'œil. Oh non, Constant. Voyez-vous, ce sont simplement les pensées et les impressions d'une très jeune fille. Et c'est donc pour cela que je le destine à la publication. J'espère que vous en commanderez un exemplaire lorsqu'il partira. Mais continuez, Constant. J'adore copier sous la dictée. Vous en étiez à perfection absolue. Allez-y, je suis prête. Oh, Constant, il ne faut pas tousser lorsque l'on dicte. Mais il faut articuler. D'ailleurs, je ne sais même pas comment elle écrit. Eh bien, Cécilia, à peine vous avez vu pour la première fois que je me suis mis à vous aimer sauvagement, ardemment, passionnément, absolument, désespérément. Sauvagement, ardemment, absolument, passionnément, désespérément. Et désespérément, ça n'a pas de sens, non? Cécilia, Lane, n'oubliez pas les bagages. Je ne pense pas que ce soit très utile, Merriman. La voiture est prête, monsieur. eh bien qu'elle revienne la semaine prochaine à la même heure. Bien, monsieur. Ah, quand monsieur a décidé de rester en général, il reste. Je ne crois pas qu'Oncle Jack serait très content s'il savait que vous restiez jusqu'à la semaine prochaine à la même heure. Eh bien, peu m'importe, oncle Jack. Je vous aime, Cécilia. Voulez-vous m'épouser? Ah, mais bien sûr, grand bonnet. Bien sûr. C'est normal après 3 mois de fiançailles. 3 mois. Oui, cela fera exactement 3 mois. 3 mois jeudi. Mais nous
Nous sommes fiancés. Oh bien. Lorsqu'oncle Jacques nous a parlé de son malheureux frère cadet, Inspris et moi, vous êtes devenu le principal sujet de nos conversations. Et naturellement, un homme dont on parle beaucoup devient très attirant. On se dit qu'il doit y avoir quelque chose de fort en lui. Ne vous moquez pas de moi, mais c'est ainsi que je suis tombée amoureuse de vous, Constant. Et quand nous sommes fiancés? Le 14 février dernier. Lassée de votre obstination à ignorer jusqu'à mon existence, j'ai décidé de régler la question d'une manière ou d'une autre. Après un long combat avec moi-même, j'ai décidé de vous dire ici même. Le lendemain, je me suis acheté cette bague en symbole de votre amour et ce joli bracelet, symbole de votre fidélité et que je vous ai promis de garder toujours. C'est moi qui vous ai offert ça. C'est très joli. Oh, mais bien sûr, Constant, vous avez incroyablement bon goût. C'est d'ailleurs pour cela que j'excuse tous vos écarts. Oh, et puis, voici la boîte avec toutes vos lettres. Mais je ne vous ai jamais écrit, Cécilia. Oh, inutile de retourner le couteau dans la plaie, Constant. Je ne sais que trop bien que j'ai dû les écrire moi-même. Vous étiez si amoureux que je m'écrivais jusqu'à 3 fois par semaine. Oh, mais non, Constant, cela vous rendrait beaucoup trop vaniteux. Et puis, les 3 dernières lettres que je me suis écrites après que j'ai rompu nos fiançailles sont si belles et si pleines de fautes d'orthographe que j'ai encore du mal à les lire aujourd'hui, sans y verser quelques larmes. Parce que nos fiançailles ont été rompues? Bien sûr, c'était le 22 mars. Aujourd'hui, j'ai rompu mes fiançailles avec Constant. Je sens que cela vaut mieux. Il continue de faire un temps splendide. Mais enfin, Cécilia, je n'ai rien fait du tout. Je promets de faire mieux par la suite. D'autant plus qu'il faisait un temps splendide. Oh, mais Constant, tout le monde sait qu'il ne peut y avoir de fiançailles réussies si elles n'ont été rompues au moins une fois. Et puis, je vais vous pardonner. Quel ange de perfection vous êtes, Cécilia. Quel garçon sentimental vous êtes, Constant. Oh, et puis j'aime beaucoup vos cheveux. Oh, j'espère qu'ils frisent naturellement. Avec un peu d'aide, oui. Constant, je me sens si heureuse. Puis il y a quelque chose de très important pour moi. Votre prénom. Oui, mon prénom, bien évidemment. Ne vous moquez pas de moi, Constant. Mais depuis que je suis toute petite, je sais et je sens que j'épouserai un garçon dont le nom est Constant. On se dit qu'il doit y avoir quelque chose de fort dans ce prénom. D'ailleurs, je plains les femmes dont le mari ne s'appelle pas Constant. Vous voulez dire que si je portais un autre prénom, vous ne pourriez m'aimer? Quel autre prénom? Peu importe. Algernon, par exemple. Mais c'est très joli pourtant, Algernon. C'est même plutôt aristocratique. Saviez-vous que la moitié des membres de la Chambre des Lords se prénomment Algernon? Si je m'appelle J, vous pourriez m'aimer? Eh bien, je pourrais vous respecter, admirer votre force de caractère, mais jamais je ne pourrais me donner à vous. Le pasteur a-t-il une bonne connaissance des rites et cérémonies? Oh oui, le pasteur Chasuble est un homme très instruit. Il n'a jamais écrit aucun livre. Vous voyez comme il est intelligent. Il faut absolument que je le voie pour une affaire très importante. Je n'en aurai que pour une petite demi-heure. Oh mais Constant, comme nous venons à peine de nous rencontrer et que nous nous sommes fiancés le 14 février, je trouve ça assez cruel de nous laisser pour un temps aussi long. Ne pourriez-vous pas réduire à 20 minutes? Je ferai au plus vite. Oh, quel garçon impétueux! Puis j'aime beaucoup ses cheveux. Je vais écrire sa demande dans mon journal. Aujourd'hui, Constant a demandé ma main. Il fait un temps plutôt maussade.
Mr. Moncrief apprécierait qu'elle découvre ma présence ici. Je vais me faire discret. Une certaine Miss Fairfax vient d'arriver et demande à voir Mr. Worthing pour une affaire très importante. Miss Fairfax attend. Oncle Jack n'est pas dans la bibliothèque? Non, mademoiselle. Il est parti pour le presbytère il y a quelques minutes. Oh, eh bien, dites à cette dame de venir ici et puis vous attendrez. Bien, mademoiselle. Miss Fairfax, c'est sans doute l'une de ces nombreuses dames d'âge mûr qui aident Oncle Jack dans son travail philanthropique. J'ai horreur de ces dames qui s'intéressent à la philanthropie. C'est une très bonne chose. Miss Fairfax. Permettez-moi de me présenter. Je suis Cecilia Cardew. Cecilia Cardew. Quel nom ravissant. Quelque chose me dit que nous allons devenir de grandes amies. D'ailleurs, je vous aime déjà plus que je ne pourrais dire. Et ma première impression ne me trompe jamais. Que c'est gentil de me témoigner tant d'affection alors que nous nous connaissons depuis si peu de temps. Mais je vous en prie, asseyez-vous, Miss Fairfax. Puis-je vous appeler Cecilia? Bien sûr. Vous m'appellerez Gwendoline, n'est-ce pas? Oui, si vous voulez. Alors, tout est bien au point entre nous? J'espère, oui. Bon, c'est peut-être le bon moment pour me présenter. Mon père est Lord Bracknell. Vous n'avez jamais entendu parler de papa, n'est-ce pas? Non, je ne crois pas. Bien, voyez-vous, Cecilia, en dehors du cercle de famille, papa est totalement inconnu. Je suis si fière de lui. Voyez-vous, Cecilia, quand un homme commence à négliger ses devoirs familiaux, il devient terriblement attirant. Et je n'aime pas ça, Cecilia, je n'aime pas ça. Cecilia, maman, qui m'a éduquée de manière remarquablement stricte, s'est assurée que je sois parfaitement myope, figurez-vous. Ça ferait partie de son système, quelque chose comme ça. Quoi qu'il en soit, pourrais-je vous observer avec mes lunettes? Ah, mais bien sûr, Gwendoline. J'adore être regardée. Donc vous êtes ici pour une courte visite, n'est-ce pas? Oh, non, je vis ici. Vraiment? Donc votre mère, ou quelque parent âgé peut-être, vit ici avec vous? À vrai dire, je n'ai pas de mère et pas de parents du tout. Vraiment? Oui, je suis la pupille de Mr. Worthing. Il ne m'a jamais dit qu'il avait une pupille. Quel petit cachetier. Cela dit, Cecilia, je ne suis pas sûre que cette nouvelle me fasse réellement plaisir. D'autant plus que, maintenant que je vous regarde plus attentivement, j'aurais espéré qu'en tant que pupille, vous soyez peut-être un peu moins jeune, un peu moins attirante, peut-être. Puis-je vous parler franchement, Cecilia? Allez-y. Quitte à être désagréable, mieux vaut être franche qu'hypocrite. Eh bien, j'aurais préféré que vous ayez 42 ans et que vous soyez bien laide, pour votre âge. Non, non. Constant est un homme droit. Il est plein de franchise et d'honneur. La déloyauté lui est aussi étrangère que le mensonge. Ah, mais même les hommes les plus nobles sont sensibles au charme physique des femmes. L'histoire moderne, ainsi que l'histoire ancienne d'ailleurs, nous en fournissent tant d'exemples douloureux. D'ailleurs, le seul intérêt que j'y trouve. Excusez-moi, Gwendoline, vous avez dit Constant? Oui. Oh, mais ce n'est pas Constant qui est mon tuteur. C'est mon frère aîné. Il ne m'a jamais dit qu'il avait un frère. Je suis désolée de vous dire, mais ils ne sont pas en bon terme depuis un bon moment. Ah, mais cela explique tout. Ah, Cecilia, vous m'ôtez là d'un doute. Ça aurait été affreux car un nuage vienne ternir une amitié comme la nôtre, n'est-ce pas? Donc,
Vous êtes bien certaine que Mr. Constant Worthing n'est pas votre tuteur? Bien sûr. Mr. Constant Worthing n'est pas mon tuteur. C'est mon fiancé. Pardon? Gwendoline, il n'y a pas de raison de vous le cacher. Notre petit journal régional va très certainement en parler d'ici la semaine prochaine. Mr. Constant Worthing et moi allons nous marier. Cécilia, ma chérie, il doit y avoir une légère erreur, car c'est à moi que Mr. Constant Worthing est fiancé. D'ailleurs, l'annonce paraîtra dans le Morning Post à Londres, samedi ou plus tard. Gwendoline, je ne voudrais pas être désagréable, mais Constant a demandé ma main il y a 10 minutes. C'est charmant. Il m'a demandé la mienne hier après-midi. Ici. Je ne voyage jamais sans ce carnet. Cela m'assure d'avoir en permanence une lecture passionnante. Voyez, donc, chère Cécilia, il est clair que j'ai la priorité. Au contraire, Gwendoline, il est clair que Constant a changé d'avis entre hier et aujourd'hui. Mais si ce pauvre garçon a été piégé, s'il s'est engagé dans de folles promesses, mon devoir est de secourir tout de suite, et avec fermeté. Quel que soit le traquenard dans lequel mon pauvre Constant a été piégé, jamais je ne lui reprocherai lorsque nous serons mariés. Est-ce à moi que vous faites allusion, Miss Cardew, en parlant de traquenard en plus? Quelle audace! Et vous, Miss Fairfax, suggérez-vous que j'ai piégé Constant? Allez-y, soyez franche et laissez tomber vos bonnes manières. Moi, j'appelle un chat et une dinde une dinde. Puis-je installer le thé ici? Oui, vous pouvez, comme d'habitude. Miss Cardew, y a-t-il d'intéressantes promenades à faire dans les environs? Oh oui, vous voyez du haut de la colline, on peut y voir de nombreuses fermes. Vous y serez parfaite entre les veaux, les vaches et les cochons. Je ne crois pas que j'aimerais cela. Je déteste la foule, le bruit, l'odeur des bêtes. C'est sûrement pour cela que vous vivez à Londres. Quel jardin bien entretenu, Miss Cardew. Heureuse qu'il vous plaise, Miss Fairfax. Ah, je ne croyais pas qu'il y avait des fleurs à la campagne. Les fleurs sont aussi banales ici que les gens à la ville. Voulez-vous du thé? Oui, merci. C'est insupportable. J'ai tellement besoin de thé. Du sucre? Non, merci. Le sucre est plus à la mode. Voulez-vous manger avec votre thé? Oui, s'il vous plaît. Gâteau ou tartine beurrée? Mes tartines, je vous prie. On ne sert plus de gâteau aujourd'hui dans les bonnes maisons. Merriman? C'est socialiste. Vous avez sucré mon thé. Et bien que j'ai clairement demandé une tartine beurrée, vous m'avez donné du cake. On vante souvent ma gentillesse et même la remarquable douceur de mon tempérament. Mais là, Miss Cardew,
Ah, Mais dès que je vous ai vu, je me suis méfiée. J'ai senti que vous étiez fourbe et trompeuse. Et ma première impression ne me trompe jamais. Gwendoline, je ne voudrais pas abuser de votre temps. Vous avez sûrement de nombreuses autres visites comme celle-ci à faire dans le voisinage. Eh bien, justement, Cécilia. Constant. Gwendoline, chérie. Un instant. Puis-je vous demander si vous êtes fiancée à cette jeune dame? Fiancée à la petite Cécilia. Mais enfin, voyons, qu'est-ce qui a bien pu mettre cette idée dans votre jolie petite tête? Merci, vous pouvez. Gwendoline, je savais bien qu'il y avait une confusion. Ce jeune gentleman est Mr. Jack Worthing. Oui, c'est oncle Jack. Mon amour. Oh, et voici Constant. Un instant, je vous prie. Pourriez-vous me dire si vous êtes fiancé à cette jeune dame? Quel jeune homme. Oh mon Dieu, Gwendoline. Ah oui, oh mon Dieu, Gwendoline, je veux bien dire Gwendoline. Non, je ne suis pas fiancé à cette dame. Qu'est-ce qui a bien pu mettre cette idée dans votre jolie petite tête? Vous pouvez, merci. En effet, il y a bien une confusion, car le jeune homme qui vous embrasse est mon cousin, Algernon Moncrief. Algernon? Oh! Vous appelez vraiment Algernon? Je ne peux pas le nier. Vous vous prénommez réellement Jacques. Eh bien, moi, je pourrais le nier si je veux. Je nie à peu près tout. Mais c'est un fait. Je m'appelle certainement Jacques et cela depuis des années. Quelle déception pour nous deux. Ma pauvre Cécilia blessée. Ma douce Gwendoline trompée. Avec ma grande sœur, vous voulez bien? Mais il y a tout de même une question que je voudrais poser à mon tuteur. Mais parfaitement, Cécilia. D'ailleurs, je vais même me faire votre porte-voix, si vous le permettez. Mr. Worthing, nous voulons savoir où est votre frère Constant, car nous sommes toutes deux fiancées à votre frère Constant. Pouvez-vous nous dire où est votre frère Constant? Eh bien, Gwendoline, Cécilia, c'est très pénible pour moi de devoir vous dire la vérité. Première fois, vous m'avez dit que cela m'arrive et je n'ai pas grandes habitudes dans ces circonstances. Mais le fait est que je n'ai pas de frère Constant. Je n'ai pas de frère du tout, en fait. Je n'ai jamais eu de frère et je n'ai pas l'intention d'en avoir un à l'avenir. Pas de frère du tout? Vous n'avez jamais eu aucun frère d'aucune sorte? Jamais. Ah, eh bien la question est réglée, Cécilia. Aucune de nous deux n'est donc fiancée à personne. Ce n'est pas une situation très agréable pour une jeune fille. Oh. Venez à l'intérieur, ils n'oseront pas nous suivre. Oui, les hommes sont si lâches, n'est-ce pas? Je l'avais dit pour les seuls. C'est cela que tu appelles Bunbury. Oui, et c'est même l'un des bunburismes les plus parfaits que j'ai jamais vus toute ma vie. Ah, le droit de bunburiser, pas le droit du tout de bunburiser ici. Et enfin, on peut bunburiser où on veut. Tous les bunburistes sérieux le savent. Des bunburistes sérieux. Oui, il faut bien prendre une chose au sérieux dans sa vie. Moi, c'est bunburiser. Toi, qu'est-ce que tu prends au sérieux? Tout, je suppose. Et donc rien. Tu es si fade. J'ai tout de même une petite satisfaction dans cette sordide affaire. C'est que ton monsieur Bunbury s'est évaporé. Tu ne pourras plus courir la campagne aussi souvent. C'est une très bonne chose. Et ton frère, il est un peu palichon, lui. Tu ne pourras plus s'il est en ville quand ça t'arrange. Ce n'est pas plus mal. S'en prendre ainsi à une si douce, jeune et jolie jeune fille. Et en plus, c'est ma pupille. Mystifié de cette façon, Miss Fairfax. Une jeune femme si brillante, si belle et intelligente. Ma cousine de surcroît. Oh, mais enfin, voyons, j'aime Gwendoline, je veux l'épouser, c'est tout. Tout ce que je voulais, c'était épouser Cécilia. Je l'adore. Pas la moindre chance que tu épouses Cécilia un jour. Et il me paraît
paraît fort problématique que Gwendoline et toi soient un jour unis par les liens du mariage. Ce n'est pas ton affaire. Si c'était mes affaires, je n'en parlerais pas. C'est mal poli de parler de ses affaires. Comment peux-tu rester là, assis, à manger, alors que nous sommes dans les pires ennuis? Eh bien, je ne vais pas manger des muffins debout. C'est ridicule. Je m'en mettrai pas. Le simple fait que tu sois là, assis, en train de manger, montre à quel point tu n'as pas de cœur. Tu es insensible. Mais pas du tout. Je mange des muffins parce que je vais mal. Je mange des muffins parce que je suis au fond du trou. Parce que j'aime bien ça aussi. Raison de te laisser t'empiffrer. S'il te plaît, ne prends pas les muffins. J'aime les muffins, prends plutôt du cake. Je n'aime pas le cake. Mon Dieu, j'ai quand même le droit de manger mes muffins dans mon jardin. Mais tu viens de dire que c'était mal poli de le faire. Ah non, j'ai dit que dans ces circonstances, te concernant, c'était mal poli de le faire. Moi, c'est différent. Mais ce sont les mêmes muffins. Oh là là, mais bon sang, agis, pourquoi est-ce que tu es encore là? Mais je ne vais pas partir sans dîner. Il n'y a que les végétariens, les gens de la sorte, qui ont fait ça. Et puis, de toute façon, j'ai pris rendez-vous avec le pasteur Chasuble. Je vais me faire baptiser Constant cet après-midi à 5h moins le quart. Oublie ça, mon petit vieux. J'ai pris rendez-vous avec le pasteur Chasuble pour cet après-midi et je vais me faire baptiser sous le prénom de Constant. Gwendoline y tient. Et puis d'abord, j'ai tout à fait le droit de me faire baptiser. Rien ne prouve que je n'ai jamais été baptisé un seul jour. Toi, en l'occurrence, c'est différent. Tu es baptisé. Oui, mais je n'ai jamais été rebaptisé. Et puis, toi, tu peux le supporter à ton âge? N'oublie pas que ton frère Constant est mort d'un terrible refroidissement. Tu avais dit qu'un terrible refroidissement n'était pas héréditaire. Tu sais, de nos jours, avec les progrès de la science. Encore une de tes bêtises. Tu ne fais rien de dire des bêtises. Mais, bon sang, arrête donc de t'empiffrer. Mais, je n'ai pas m'arrêter de m'empiffrer. Prends plutôt du cake. Mais pas le cake. Ah mais je déteste le cake, moi. Et pourquoi tu en sers dans ta propre maison, si ce n'est pas bon? Quel drôle de sens de l'hospitalité, monsieur. Mais bon sang, agis, quand est-ce que tu vas partir? Mais je ne vais pas partir alors qu'il reste des muffins. Le pasteur Chasuble résistera-t-il aux avances de l'esprit? Gwendoline et Cécilia accepteront-elles les mensonges de leurs prétendants? Et Jack pardonnera-t-il à Algernon sa conduite scandaleuse et sa vanité ridicule? Mais surtout, y aura-t-il assez de muffins jusqu'à la fin de la pièce? Vous le saurez en écoutant l'acte 3 de l'importance d'être constant. En effet, ils ne nous ont pas suivis. Ça me laisse penser qu'ils se sentent tout de même un peu honteux, non? Il mangeait des muffins. C'est un signe de repentir. Ils n'ont pas l'air de faire attention à nous du tout. Pourrais-tu tousser? Mais je ne suis pas enrhumée. Ah, ça y est, nous regarde. Quelle effronterie! Mais Vienne, quelle audace! Gardons un silence plein de dignité. Certainement, c'est la seule chose à faire à présent. Nous ne serons pas les premières à parler. Certainement pas. Mr. Morphy, j'ai quelque chose de très personnel à vous demander et votre réponse revêt une importance capitale. Gwendoline, vous avez raison. J'ai moi aussi quelque chose à demander à Mr. Moncrief. Pourquoi vous êtes fait passer pour le frère de mon tuteur? Répondez-moi! Eh bien, c'était simplement pour avoir l'opportunité de vous rencontrer, ma chère. Cette réponse est merveilleusement belle, n'est-ce pas? Oui, ma chérie, mais tu le crois. Oh non? Mais sa réponse reste vraiment merveilleusement belle. C'est vrai que dans les questions de grande importance, le style est nettement plus important que la sincérité. Mr. Worthing, pourquoi avoir inventé l'existence de votre frère? Serait-ce par hasard pour avoir l'occasion de venir me voir à Londres? Mais pour quelle autre raison, Mr. Pax? Certes. Enfin, j'ai de grands doutes à ce sujet, mais je les repousse. L'heure n'est plus au scepticisme. Leurs réponses me paraissent tout à fait satisfaisantes.
Surtout celle de Mr. Worthing qui a comme des accents de vérité. Je suis tout à fait satisfaite de la réponse de Mr. Moncrief. Sa voix m'inspire une confiance absolue. Alors, penses-tu que nous pouvons leur pardonner? Oui, enfin, je veux dire non. C'est vrai qu'il y a une question de principe. Bon, laquelle de nous deux va lui leur dire? Eh bien, ne pourrions-nous pas parler toutes les deux en même temps? Ah, mais c'est une excellente idée, je parle presque tout le temps en même temps que tout le monde. Oui, oui. 1, 2, 3. Votre prénom est une barrière insurmontable. Voilà tout. Mon prénom? Mais je vais me faire baptiser Constance cet après-midi. Vraiment? Par amour pour moi, vous êtes prêt à cette terrible épreuve? Vraiment, pour me plaire, vous êtes prêt à cet affreux supplice? Oui. Oh, mais comme il est absurde de parler de l'égalité des sexes. Non, vraiment, lorsqu'il s'agit de se sacrifier, les hommes nous sont tellement supérieurs. Les hommes ont des moments de courage physique que nous, les femmes, ne connaissons pas. Mériman, apportez le champagne, s'il vous plaît. Lady Bracknell. Gwendoline, qu'est-ce que cela signifie? Simplement que je suis fiancée à Mr. Worthing, maman. Et pour de bon. Viens ici. Assieds-toi. Assieds-toi immédiatement. L'hésitation est un signe de décadence mentale chez les jeunes. Et de faiblesse physique chez les vieux. Worthing, ayant appris la fugue de ma fille par son incorruptible vente, je l'ai suivi par le premier train. Son père est persuadé qu'elle suit une conférence universitaire et je n'ai pas l'intention de le détromper. Ce serait une erreur. Naturellement, vous comprendrez que toute communication entre vous-même et ma fille doit cesser immédiatement. Sur ce point, comme sur tous les autres points, je serai intransigeante. Mais enfin, Lady Bracknell, je suis fiancée à Gwendoline. Vous n'êtes rien de la sorte. Quant à Algernon, Oui, ton Gustave. puis-je te demander si c'est dans cette demeure que vit ton ami malade, Mr. Bunbury? Non, monsieur Bunbury n'habite pas ici. En fait, monsieur Bunbury nous a quittés. Il est mort. Mort? Mais quand est-il mort? Ce décès a dû être extrêmement soudain. Oui. Monsieur Bunbury a explosé. Explosé? A-t-il été victime d'un attentat révolutionnaire? J'ignorais que Mr. Bunbury s'intéressait aux questions sociales. Ah bon, sa curiosité malsaine en a été bien publique. Eh bien, voyez-vous, il a suivi vos propres conseils. Et ceux de son médecin. Il a décidé de choisir entre la vie et la mort. Et selon les conseils de son médecin, il a choisi la mort. Je suis content que ce soit enfin décidé à agir. C'est un avis médical habité. Maintenant que nous en avons fini avec ce Mr. Bunbury, Mr. Worthing, pouvez-vous me dire qui est cette jeune personne que mon neveu Algernon tient par la main d'une manière qui ne me semble absolument pas nécessaire? Eh bien, il s'agit de Miss Cecilia Cardio, ma pupille. Je suis fiancé à Cécilia, tante Gustave. Oui, Mr. Moncrief et moi sommes fiancés. Oh, je me demande ce qu'il y a de particulièrement excitant dans l'air de cette région. Le nombre de fiançailles qui s'y passent me semble bien au-dessus de la moyenne. Mr. Worthing, pouvez-vous me dire si Miss Cardio est liée de près ou de loin à l'une des gares de chemin de fer londoniennes? Simple question. Jusqu'à hier, j'ignorais qu'une personne ou une famille pouvait avoir pour origine un terminus ferroviaire. Miss Cardio est la petite fille de Mr. Thomas Cardio. Banquet Square, Londres. Jarvis Park, dans le Surrey. Et le Sporran, en Écosse. Voilà qui est intéressant. Trois adresses inspirent toujours plus confiance qu'une que deux. Et qui me dit qu'elles sont authentiques? Oh. Voyons, j'ai précieusement conservé les bottins mondains de l'époque, Lady Bracknell. Vous pouvez les consulter, si vous voulez. Oh, on trouve de bien étranges erreurs dans ces ouvrages. Les notaires de la famille sont messieurs Marby, Marby et Marby. Marby et Marby? Une étude de grande réputation. Il paraît même que l'on voit l'un des Marby à des dîners en vie. C'est très convaincant.
puisque cela semble vous intéresser, j'ai également précieusement conservé le certificat de naissance de Miss Cardew, son certificat de baptême, de confirmation, et même ses certificats de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Une vie bien mouvementée, je vois. Peut-être un peu trop pour une jeune fille. Je ne suis pas pour les expériences prématurées. Désolez-vous. L'heure de notre départ approche. Simple question de forme, Mr. Worthy. Pouvez-vous me dire si Miss Cardew a quelque fortune? Oh, 130 000 livres environ. En bon du trésor. Eh bien, ravi de vous avoir rencontré, dit Bracknell. Un instant, Mr. Worthy. 130 000 livres. Et en bon du trésor. Ah, Miss Cardew me paraît une très attrayante jeune fille. Peu de jeunes filles de nos jours ont des qualités solides, qui durent et embellissent avec le temps. Oh, notre société ne s'intéresse qu'aux superficiels. Mademoiselle approchez. Oh, votre robe est d'une simplicité attristant et vos cheveux sont dans l'état où la nature les a laissés. Hein. Bon, naturellement, nous pourrons très vite changer cela. Une femme de chambre française expérimentée peut faire des merveilles. J'en avais moi-même conseillé une à la jeune Lady Lansing, et au bout de 3 mois, son propre mari ne la reconnaissait plus. Et au bout de 6 mois, plus personne ne la reconnaisse. Tournez-vous, cher enfant. Mais non, c'est le profil que je veux voir. La manière dont on porte le menton. Très important. On le porte très haut. Oui, tante Augusta. Ah, il y a d'intéressantes promesses de réussite sociale dans votre profil, mademoiselle. Je me fiche de la réussite sociale de Cécilia. Je l'aime, c'est tout ce qui compte. Algernon, on ne se moque jamais de la haute société. Il n'y a que les gens qui n'en font pas partie qui se permettent de la critiquer. Naturellement, mademoiselle, vous savez qu'Algernon apporte rien de bon à ses lettres. Mais bon, je ne suis pas pour les mariages d'argent. Moi-même, lorsque j'ai épousé Lord Bracknell, je n'avais pas la moindre fortune, et je n'ai pas voulu que cela empêche notre mariage. Donc, je suppose que je dois donner mon consentement. Merci, tante Augusta. Vous pourrez m'embrasser. Oh, merci, Lady Bracknell. Et à l'avenir, vous pourrez m'appeler tante Augusta. Merci, tante Augusta. Bon, il faudrait que le mariage se fasse très vite. Je ne suis pas pour les longues fiançailles. Cela laisse aux gens le temps de se connaître et ce n'est pas Pardonnez-moi de vous interrompre, Lady Bracknell, mais je suis le tuteur de Cécilia, et pour qu'elle puisse se marier, il lui faut mon consentement. Et ce consentement, je le refuse absolument. Et pourquoi ça? Algernon est un parti extrêmement, ostensiblement avantageux. Il n'a rien et on dirait qu'il a tout. Eh bien, j'ai quelques doutes sur la moralité de votre neveu, pardonnez-moi d'utiliser ces termes, Lady Bracknell, mais je le soupçonne d'être un menteur. Un menteur? Algernon, un menteur? Impossible, il sort d'Oxford. Et pourtant, rien d'impossible à cela. Cet après-midi, il est venu chez moi en se faisant faussement passer pour mon frère. Il en a profité pour cette fausse identité, Merriman, pour consommer l'intégralité de mon champagne 89. Et ce n'est pas tout. C'est invité pour le thé, on a profité pour séduire ma pupille, et surtout, à manger tous les muffins. Et en plus, il le savait très bien, je n'ai pas de frère, et que j'aime les muffins et le champagne. Mr. Worthy, je comprends votre hésitation. Cependant, j'ai décidé de fermer les yeux sur l'attitude de mon neveu à votre égard. Très généreux de votre part, Lady Bracknell. Mais ma décision est inébranlable. Je refuse mon consentement. Mademoiselle approche. Et là, avez-vous? Eh bien, j'en ai 18, mais je dis 20 lorsque je vais dans les réceptions. Vous avez tout à fait le droit à quelques ajustements.
18 qui en paraissent 20 dans les soirées. Vous aurez bientôt l'âge d'être les contraintes de la tutelle. Le consentement de votre tuteur ne me semble donc pas nécessaire. Excusez-moi de vous interrompre une nouvelle fois, mais je me dois de vous alerter sur un petit point. Le testament du grand-père de Cécilia dispose bien qu'elle ne peut se marier avant 35 ans. Mais c'est très bien 35 ans. De très nombreuses femmes ont 35 ans dans la haute société, et certaines les ont plus de 15 ans. Puis, cela lui permettra d'arriver au mariage avec des qualités très intéressantes. Oh, Agile, pourrez-vous attendre jusqu'à mes 35 ans? Mais bien sûr que je le peux. C'est bien ce que je craignais. La ponctualité est une qualité que je n'ai pas, mais dont l'absence chez les autres me met en colère. Jamais je ne pourrai attendre jusqu'à mes 35 ans pour me marier. Mr. Worthy, vous voyez bien que Cécilia ne pourra attendre jusqu'à ses 35 ans. Elle démontre un peu d'impatience, un certain caractère regrettable, je vous reconnais. Mais vous serez prêt de changer d'avis. Mais Lady Bracknell, la question est entièrement entre vos mains. Si vous acceptez notre mariage avec Gwendoline, je serai très heureux d'autoriser votre neveu à épouser Cécilia. Vous vous rendez bien compte que ce que vous demandez est impossible. Alors un célibat passionné, ce qui nous attend tous. Ce n'est pas la destinée que j'ai choisie pour Gwendoline. Nous avons déjà manqué 4 ans. Allons-y. Désolé. Tout est prêt pour les baptêmes. Des fiançailles, des baptêmes? Mais n'est-ce pas un peu prématuré? Eh bien, Lady Bracknell, ces deux gentlemen ont émis le souhait d'être baptisés dès cet après-midi. Mais à leur âge, c'est grotesque. Algernon, Lord Bracknell serait très déçu s'il voyait la manière dont tu dépenses ton temps et ton argent. Mais dois-je comprendre qu'il n'y aura pas de baptême aujourd'hui? Au train où vont les choses, je ne pense pas que cela représente encore un grand intérêt. Mr. Worthing, ce que vous me dites là me scandalise. C'est là un point de vue parfaitement hérétique. Un point de vue que j'ai d'ailleurs déjà fait dans 4 de mes sermons encore inédits. Mais enfin, puisque vous décidez d'adopter cette attitude déraisonnable, m'en vais. Le bedeau m'a prévenu que Miss Prism m'y attend depuis déjà 1 heure et demie. Messieurs, dames, ça me plaît. Un instant. Vous avez parlé du Miss Prism? C'est exact, Lady Bracknell. J'allais justement la retrouver. Que c'est Miss Prism est un personnage répugnant qui s'occupe vaguement d'éducation. Mais pas du tout. Miss Prism est la respectabilité incarnée. C'est ce que je disais. Bon, et quel rôle elle tient dans votre maison? Lady Bracknell, je suis célibataire. Bracknell, Miss Prism est la très estimée gouvernante et dame de compagnie de Cécilia depuis plus de 3 ans. Peu importe, il faut absolument vous la voir. Faites-la appeler. Ah, justement, la voici. Mon révérend! On m'a dit que vous étiez dans la sacristie, ça fait 1 heure et demie que je vous y attends! Prism? Lady Bracknell. Prism, venez ici. Prism. Il y a 28 ans, vous êtes sorti de la maison de Lord Bracknell avec un landau contenant un bébé de sexe masculin. Vous n'êtes jamais revenu. Quelques semaines plus tard, le landau fut trouvé, et le bébé n'y était plus, et il contenait un roman en 3 exemplaires d'une sentimentalité écœurante. Prism, où est le bébé? Lady Bracknell, j'ai honte, mais je ne sais pas. Ce jour-là, un jour qui restera gravé à jamais dans ma mémoire, je devais sortir le bébé dans son landau comme d'habitude. J'avais emmené avec moi un grand sac pour mettre un manuscrit que j'avais écrit pendant mes périodes de liberté. Et dans un moment d'inattention que je ne me pardonnerai jamais, j'ai mis le manuscrit dans le landau et le bébé dans le sac de voyage. Mais qu'avez-vous fait du sac? Oh, ne me demandez pas ça, Mr. Woffin. Mais la question est cruciale pour moi. J'insiste. Qu'avez-vous fait du sac de voyage que contenait le bébé? Je l'ai laissé dans une grande gare. Mais quelle gare? Quelle gare, Miss Prism? Victoria, l'île de Brighton.
chercher le sac. Quel sac? Le sac. Oui, monsieur. Allez donc aider. Vous portez si bien les sacs. Qu'en êtes-vous à penser, Lady Bracknell? Oh, je n'ose pas même penser. Toutes ces étranges coïncidences sont arrivées dans la société. Mais non, enfin, pas ce sac, c'est le sac d'école de Cécilia. Enfin, voyons. Non, c'est pas bon, Marianne. Oui, très désagréable. Les bagarres, je déteste les bagarres. Oncle Jack semble bien rêveux. Oui, votre tuteur a toujours été d'un tempérament émotif. Est-ce que vous pensez sincèrement que je suis arrivé ici dans une boîte à chaussures? Enfin, voyons. Non, toujours pas, Merriman. C'est vrai que j'arrive vite à une conclusion. Ce suspense est insupportable. J'espère qu'il va être bien. Ah, c'est terminé. Ah, ça va bien, celui-là. Miss Prism, réfléchissez bien avant de répondre. Prenez votre temps. S'agit-il de ce sac? De votre réponse va dépendre le bonheur de plusieurs personnes. Oui, c'est bien mon sac, je le reconnais. Là, c'est les raflures qui ont été faites dans le minibus. Et là, la tache dans la doublure. Et là, mes initiales. Oh oui, c'est bien mon sac. Oh, comme je suis contente de l'avoir retrouvé après tant d'années. Si vous saviez comme il m'a manqué. Miss Prism, ce n'est pas seulement le sac qui vous est rendu aujourd'hui, mais également le bébé qui était dedans. Maman! Ah, Mr. Waffin, je suis une vraie jeune fille. Très jeune fille. Où est dur. J'espérais également retrouver mon père. En même temps, qui suis-je pour vous jeter la pierre? Un acte de repentir ne peut-il pas corriger un acte de folie? Pourquoi y aurait-il une loi pour les hommes et une différente pour les femmes? Allons, ma mère, je vous pardonne. Mr. Waffin, vous vous trompez. Ce n'est pas à moi que vous devez demander vos origines, mais c'est cette lady qui peut vous renseigner. Lady Bracknell, j'ai horreur de paraître indiscret, mais pourriez-vous me dire qui je suis? Dois-je vous appeler maman? Oh, maman, Dieu merci, non. Vous avez beaucoup trop de choses à faire dans votre éducation. Cependant, ce que j'ai à vous dire ne va certainement pas vous faire plaisir. Vous êtes le fils aîné de feu, votre sœur, Miss Mowbray. Et par conséquent, le frère aîné d'Algernon. Frère aîné d'Algernon. Ça veut dire que j'ai un frère après tout. Mais j'ai toujours dit que j'avais un frère. Ah, Cécilia, comment est-ce que tu as pu croire que ce n'était pas mon frère? Mon pauvre frère. Mon pauvre frère. Mon pauvre frère. Lady Bracknell, vous connaissez mon frère? Algernon, jeune voyou, tu ne t'es jamais comporté avec moi comme un frère de toute ta vie. Il va falloir que ça change maintenant. Eh bien, pour ma défense, je n'étais pas vraiment au courant. Mon chéri, mais maintenant que tu n'es plus Jack, quel est ton prénom? J'avais oublié ce petit détail. Pardon, un détail. Je suppose que tu ne peux pas revenir sur ce point. Je ne change jamais. Enfin, sauf dans mes sentiments, bien sûr. Bon, alors il faut absolument résoudre ce problème. Lady Bracknell, lorsque j'ai été abandonné dans ce sac de voyage, est-ce que mes parents m'avaient baptisé? Ah, vos parents n'ont reculé devant aucune dépense à votre égard, y compris celle du baptême. Donc j'ai été baptisé. Voilà un fait qui est établi. Et donc, quel était le prénom qui m'a été donné? Ben, en tant que fils aîné, on vous a naturellement donné le prénom de votre père. Et qui est? Mais comment voulez-vous que je le sache? Ce n'était que mon beau-frère, il y a longtemps, et puis je l'appelais général en général. C'était un peu excentrique, certes, mais uniquement dans ces dernières années.
toi, Algernon, tu dois bien connaître le prénom de ton père. Nous ne parlions pas beaucoup, nous étions un peu en froid. Il est mort quand j'avais 1 an. Dans ce cas-là, les registres militaires. Son prénom doit forcément y être inscrit, Lady Bracknell. Le général était essentiellement un homme de paix, excepté dans sa vie familiale. Effectivement, son nom doit certainement apparaître dans quelques registres militaires. C'est parfait. Je collectionne les registres militaires des 40 dernières années. C'est ma passion, je les consulte tout le temps. Merriman, allez chercher les registres, s'il vous plaît. Les registres. Alors, non, général. Madame, Marie, Moncrief. Lieutenant 1854. Général 1869. Prénom. Constant. John Algernon Moncrief. Mais c'est sûr que ce prénom, vous pouvez pas l'aider. Gwendoline, j'ai toujours dit que je m'appelais Constant. Parce que mon prénom, ça devait être Constant. Et bien maintenant, c'est Constant, naturellement. Constant à moi. Depuis le début, je savais que tu ne pouvais avoir un autre prénom. Oh, Gwendoline, ma chérie, me pardonneras-tu si tu savais qu'elle est fait, c'est pour moi d'apprendre que toute sa vie, il n'a fait que de dire la vérité. Me pardonneras-tu? Mais je sais que tu peux encore changer, Constant. Gwendoline, ma chérie. Ah, Constant. Gwendoline, pas d'excès. Et quant à vous, mon neveu, ne sombrez pas dans la frivolité. Moi, frivole, mais enfin, pour la première fois aujourd'hui, j'ai compris l'importance d'être constant. Cécilia, enfin. Laetitia, enfin. Frédéric, enfin. Enfin. Gwendoline, enfin. Ah, Constant, enfin. Juste devant, pour qu'ils aient tous les applaudissements et remerciements qu'ils méritent.